Bonjour tout le monde, vous pouvez m'entendre? Juste si quelqu'un peut... OK. J'espère que vous allez bien. Le but de cette petite rencontre aujourd'hui, c'est aussi de faire un petit survol de la matière pour le test de midterm, le partiel 2, la semaine prochaine, le 3 juillet. L'examen final s'en vient aussi prochainement après ça. Donc, vous devez être en train de préparer le chapitre 5 en même temps. Pour le partiel 2, la semaine prochaine, ça va être juste le chapitre 4 seulement. C'était prévu pour le chapitre 4 et 5, mais je voulais faire juste le chapitre 4. La raison, c'est que, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est le chapitre le plus théorique de ce cours. Donc là, je voudrais bien que vous passiez du temps à bien comprendre la matière de ce chapitre. Alors, j'ai fait un petit résumé ce matin des sujets pour le chapitre 4. La première section était l'espace vectoriel. Écoutez, il y a une définition très, très théorique de l'espace vectoriel. C'est un ensemble d'objets munis de deux opérations, addition des vecteurs, puis multiplication par des scalaires. Right? Tel que la multiplication par un scalaire et l'addition satisfont 10 axiomes en général. Je dis 10 axiomes. Un axiome veut dire quelque chose qu'on prend par acquis, comme définition. Ce n'est pas un théorème qu'il faut prouver. Est-ce qu'il faut retenir ces axiomes? Pas vraiment, parce que là, vous allez voir trop souvent qu'on va travailler avec des sous-espaces plutôt qu'un espace au complet. Mais il faut comprendre la définition. Qu'est-ce qu'un espace vectoriel en général? On a vu 4 types très classiques d'espace vectoriel. L'espace Rn, l'espace des vecteurs à n dimensions. R2, R3, R4, ainsi de suite. L'espace des matrices de même format M par N. Donc, je prends toutes les matrices de même format M par N. Et ça forme un espace vectoriel sur l'addition des matrices et la multiplication par un scalaire. L'espace des polynômes de degré N ou moins que N, comme P2, P3, ainsi de suite. Et l'espace des fonctions. Alors là, je prends deux fonctions à valeur dans les réels. Je peux ajouter deux fonctions pour obtenir une nouvelle fonction. Je peux multiplier une fonction par un scalaire pour obtenir une nouvelle fonction. Donc, voici les 4 types d'espaces vectoriels qu'on voit dans ce cours. Bien sûr, en général, il y a une infinité des exemples qu'on peut donner des espaces vectoriels. Mais pour nous, c'est un ou l'autre de ces 4 types d'espaces vectoriels. Ensuite, on a parlé des sous-espaces. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'un sous-espace? Alors, c'est un sous-ensemble. C'est un sous-ensemble d'un espace vectoriel, une partie d'un espace vectoriel, mais pas n'importe quelle partie. C'est une partie qui satisfait 3 critères, 3 conditions. Le vecteur nul est dans le sous-ensemble. Le sous-ensemble est fermé sur l'addition, c'est-à-dire si je prends deux vecteurs de U, le sous-ensemble, je les ajoute, je retrouve un élément de U, pas à l'extérieur de U. Et puis, U est fermé sur la multiplication par un scalaire, veut dire que si je prends un scalaire K, un nombre réel, et un vecteur dans U, je multiplie K fois ce vecteur, je retrouve un nouveau vecteur qui est toujours dans U. OK? Donc, pas n'importe quel sous-ensemble d'un espace vectoriel est un sous-espace. Ce n'est pas vrai ça. Il faut que le sous-ensemble satisfait ces 3 critères. Ces 3 critères s'appellent le test de sous-espace. Donc, un sous-espace d'un espace vectoriel, c'est un espace vectoriel en lui-même qui vit à l'intérieur d'un plus grand espace vectoriel V. Okay? Par exemple, dans l'espace R3 à 3 dimensions, chaque droite, imaginez une droite qui passe par l'origine, ça, c'est un sous-espace de R3. Une droite qui ne passe pas par l'origine, ne contient pas le vecteur nul, ce n'est pas un sous-espace. C'est juste un sous-ensemble. Un plan qui passe par l'origine, dans R3, c'est un sous-espace de R3. All right? Tout plan qui passe par l'origine, qui passe par 0, 0, 0, est un sous-espace de R3. En fait, on a montré que dans R3, il n'y a que ces types de sous-espaces.
ou bien le sous-espace nul, qui consiste au vecteur nul seulement, ou bien l'espace au complet, c'est-à-dire tout l'espace R3, ou bien une droite qui passe par l'origine, ou bien un plan qui passe par l'origine. Ça, c'est juste pour R3. Système générateur, qu'est-ce qu'un système générateur? On dit qu'un ensemble des vecteurs dans un espace vectoriel forme un système générateur si tout élément de l'espace vectoriel s'écrit comme une combinaison linéaire. Alors, si vous voulez, la définition, c'est, je dis que V égale span de V1, Vn. Alors, si tout vecteur V de V, n'importe quel vecteur de l'espace V, je peux l'écrire sous la forme alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus etc. plus alpha n Vn. C'est-à-dire, tout élément de l'espace V s'écrit comme une combinaison linéaire de ces vecteurs. Ces vecteurs s'appellent un système générateur de l'espace V. All right? Puis, ou bien le span. Le span veut dire l'enveloppe linéaire en français. On a parlé de l'indépendance linéaire aussi. Indépendance linéaire est une notion assez importante. Que veut dire des vecteurs dans un espace vectoriel, c'est-à-dire des matrices, des vecteurs de Rn, des polynômes, des fonctions? Que veut dire que ces choses, que les vecteurs sont linéairement indépendants? Veut dire la chose suivante. Donc, l'indépendance linéaire veut dire que une combinaison linéaire A1, V1 plus A2, V2 plus etc. plus AN, Vn égale le vecteur nul. Alors, pour qu'une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2, Vn soit égale à 0, ceci doit impliquer forcément que tous les scalaires sont nuls. Donc, les coefficients ici doivent être nuls. Donc, la seule façon d'avoir une combinaison linéaire nulle de n vecteurs est que tous les coefficients sont nécessairement nuls. Okay? Ça veut dire indépendance linéaire. Pour montrer l'indépendance linéaire, trop souvent, on est ramené à un système homogène. Pourquoi système homogène? Parce que c'est égal à 0. Hein? Donc, et si le système homogène admet une solution unique, la solution triviale, les vecteurs sont linéairement indépendants. Si le système homogène admet une infinité de solutions, les vecteurs sont linéairement dépendants. Alors, ça, c'est le critère. Le point de départ, c'est toujours une combinaison linéaire qui est égale à 0. Et on veut montrer que ceci doit forcément impliquer que tous les coefficients ici sont nuls. Si on peut faire ça, on dit que les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn sont linéairement indépendants. Maintenant, pour deux vecteurs seulement, si je vous donne deux vecteurs seulement, oui, je peux appliquer la définition, mais il y a un critère beaucoup plus simple. Ça, c'est juste pour deux vecteurs. Si l'un des vecteurs est un multiple de l'autre, les vecteurs sont dépendants. L'un dépend de l'autre. Si l'un des vecteurs n'est pas un multiple de l'autre, les vecteurs sont linéairement indépendants. Alors, par exemple, les deux vecteurs 1, 1, 0, 0, puis 0, 1, 1, 0. Regardez ces deux vecteurs. On est dans quel espace? On est dans l'espace vectoriel R4. S'agit-il de deux vecteurs dépendants, linéairement dépendants ou linéairement indépendants? Comme il s'agit seulement de deux vecteurs, je peux utiliser ce critère facile. Est-ce que lui est un multiple du premier? Est un scalaire fois le premier? La réponse est clairement non, parce que si je multiplie le premier par un scalaire k, pour obtenir le deuxième, il faut que k soit 0, parce que k fois 1 donne k, et je veux que ça soit 0. Donc, il faut que le scalaire soit 0, mais 0 fois ce vecteur donne le vecteur nul. Donc, lui n'est pas un multiple de lui, ou vice-versa. L'un n'est pas un multiple de l'autre. C'est-à-dire, ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. Right? Donc, ça, c'est la notion d'indépendance linéaire. Base et dimension. Tout ceci pour arriver à la notion de base et dimension. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une base d'un espace vectoriel? Et les gens continuent à me demander c'est quoi une base. Monsieur, je comprends tout, mais je ne comprends pas qu'est-ce que c'est qu'une base. La base est la notion fondamentale de ce chapitre. Une base, c'est un système générateur, donc c'est un ensemble de vecteurs qui forment un système générateur et qui est linéairement indépendant en même temps. Right? Donc, par exemple, donc deux choses doivent arriver pour qu'on ait une base. Il faut qu'il soit un système générateur, puis linéairement indépendant. Alors, par exemple, dans R3, je peux écrire R3 comme étant le span de 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1.
Tout élément de R3, tout vecteur à 3 dimensions, s'écrit comme une combinaison linéaire de ce vecteur. Et c'est facile de montrer que ces vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, voici, ils forment une base. La dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs dans une base. Et on a montré que dans n'importe quelle base, le nombre de vecteurs est le même. Dans un espace vectoriel, il y a une infinité de bases. Il y a une infinité de bases. Ce qui est commun entre toutes ces bases, c'est le nombre de vecteurs dans chaque base. Okay? Donc, chaque base contient le même nombre de vecteurs. Par exemple, dans R3, ça, c'est une base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Je peux montrer aussi que 1, 1, 0, 0, 1, 0 et 1, 2, moins 1, ces trois vecteurs forment aussi une base de R3. Il suffit de montrer qu'ils sont linéairement indépendants. Donc, il n'y a pas juste une seule base, mais remarquez que ici, j'ai trois vecteurs aussi. Je ne peux pas former une base de R3 qui ne contient pas trois vecteurs. Hein? Mais faites attention, ça ne veut pas dire que chaque trois vecteurs vont former une base de R3. Non, il faut que les trois vecteurs soient linéairement indépendants. Dans P2, par exemple, P2, c'est quoi P2? C'est l'espace des polynômes de degré 2 ou moins que 2. Right? On a montré qu'une base de P2, c'est formée par le polynôme constant 1, le polynôme x et le polynôme x carré. Ça, c'est une base de P2. N'est-ce pas? Tout polynôme de degré 2 ou moins s'écrit comme une combinaison linéaire, n'est-ce pas? Parce qu'un polynôme de degré 2 ou moins s'écrit comme A0 plus A1x plus A2x carré. Une combinaison linéaire de 1, x et x carré. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est une base de P2. Une question que je peux vous poser, par exemple, c'est je vous donne plusieurs ensembles, comme 1, x, 1 moins x, 1 plus x carré et 1 moins 3x carré. Disons 1 plus x, 2 plus x. Lesquels de ces trois ensembles forment une base? Par exemple, une dernière. 1 plus x et x carré. Alors, voici trois ensembles ici. 1, 2, 3 et 4. Lesquels de ces trois ensembles forment une base de P2? Right? Une base de l'espace des polynômes. Je sais que la dimension de P2, il faut retenir ces choses. La dimension de P2, c'est 3. Il y a 3 éléments dans une base de P2. La dimension de Pn, en général, c'est n plus 1. Right? Donc, chaque base de P2 doit contenir 3 polynômes. Mais pas n'importe quel 3 polynômes. Les 3 polynômes doivent être linéairement indépendants. Alors, cet ensemble contient juste 2. Ça ne peut pas former une base. Cet ensemble numéro 2 contient 1, 2, 3, 4. Ça ne peut pas former une base. Parce qu'une base dans P2 doit contenir 3 vecteurs qui sont linéairement indépendants. Cet ensemble ici, numéro 3, oui, il contient 3 vecteurs. Mais regardez, ces 3 vecteurs sont linéairement dépendants. Pourquoi? Parce que lui, le polynôme, s'écrit comme la somme de ça et de ça, n'est-ce pas? 1 plus x, ça donne 2 plus x. Donc, le troisième vecteur est une somme du premier et du deuxième vecteur. Ça veut dire que le troisième vecteur est une combinaison linéaire des autres. Ça veut dire que cet ensemble est linéairement dépendant. On a vu que lorsqu'un vecteur est une combinaison linéaire des autres, l'ensemble est complet et dépendant. Donc, celui-là, malgré qu'il contient 3 vecteurs, mais ces 3 vecteurs sont dépendants. Ou bien je peux le montrer facilement avec la définition. Ça ne peut pas former une base. Le numéro 4 peut former une base. Remarquez que ces vecteurs sont linéairement indépendants. Utilisez la définition, vous voyez que la seule façon de créer une combinaison linéaire de ce vecteur, qui est le polynôme nul, est que les coefficients soient nuls. Donc ça, c'est une base. Right? C'est comme ça que je détermine normalement une base. Donc, base et dimension. Pour trouver la dimension, il faut trouver une base, n'importe laquelle, montrer que c'est une base, compter combien de vecteurs dans la base, ça c'est la dimension. Espace ligne, espace colonne et noyau d'une matrice. Ça, c'est une chose que vous devez être capable de le faire facilement. Je vais vous donner une matrice. 3 par 4, 6 par 5, je ne sais pas quoi. Je vous demande de trouver une base de l'espace colonne, une base de l'espace ligne et peut-être une base du noyau. Alors, regardez cette section. Je fais pas mal d'exemples dans les vidéos et dans les notes de Brightspace. Comment faire ça? Alors, on prend la matrice A, on réduit A à la forme échelonnée ou échelonnée réduite, si on demande le noyau. Pour l'espace colonne, qu'est-ce qu'on fait?
lorsqu'on a la forme échelonnée, on regarde les colonnes de la forme échelonnée qui contiennent des pivots. Hein, et on revient à la matrice originale et on prend les colonnes correspondantes. Ces colonnes correspondantes dans la matrice originale forment une base de l'espace colonne. Et ainsi de suite. Donc, vous devez être capable de trouver une base de l'espace ligne, une base de l'espace colonne, une base du noyau. Ce sont des choses très simples en réduisant la matrice à la forme échelonnée. En passant, la dimension de l'espace colonne est la même chose que le rang de la matrice, le nombre de pivots. La dimension de l'espace ligne, c'est la même chose que le rang de la matrice. C'est le nombre de pivots aussi. Donc, ça, c'est une chose que vous allez être testé sur l'espace ligne, l'espace colonne et le noyau. Pratiquez ça un peu. Et à la fin de la section du chapitre, on a l'orthogonalité et procédé de Gram-Schmidt. Vous allez avoir une question là-dessus encore à l'examen partiel 2 ou à l'examen final, ou les deux. C'est un sujet important. C'est quoi l'idée ici? L'idée, c'est de commencer avec une base quelconque. Par exemple, si je reviens à cet exemple ici, regardez cet exemple ici. Cette base de R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. La base de R3, cette base est une base orthogonale. Que veut dire orthogonale? Les vecteurs sont 2 à 2 perpendiculaires. Souvenez-vous comment on détermine l'orthogonalité des vecteurs? C'est selon le produit scalaire, n'est-ce pas? Si vous faites le produit scalaire de chaque paire de ces vecteurs, vous trouvez 0. Ce vecteur fois ce vecteur donne 0. Ce vecteur fois ce vecteur donne 0. Et ce vecteur fois ce vecteur donne aussi 0, le produit scalaire. Alors ça, c'est une base de R3 qui est très spéciale. C'est une base orthogonale. Mais cette base, la nouvelle base que j'ai créée ici, n'est pas orthogonale. Alors, par exemple, si vous faites le produit scalaire de vecteurs 1, 1, 0 et 0, 1, 0, vous trouvez la réponse, c'est 1. 1 fois 0 plus 1 fois 1 plus 0 fois 1 donne 1, non pas 0. Donc, cette base n'est pas orthogonale. Right? Alors, l'idée de procédé de Gram-Schmidt est de passer d'une base non orthogonale, comme celle-là, de R3, R4, R5, ou ainsi de suite, et faire une base orthogonale. Ça ne vaut pas la peine ici d'aller à travers le procédé. C'est très, très clair. Il y a des formules à suivre. Comment créer les vecteurs E1, E2 jusqu'à En à partir des vecteurs V1, V2, Vn de la base originale. Okay? Donc, c'est de prendre une base originale qui n'est pas orthogonale nécessairement et de créer une base qui est orthogonale. Ça, c'est l'idée de procédé de Gram-Schmidt. Et c'est vraiment très facile en appliquant les formules que vous avez dans Brightspace. L'application de ces formules, c'est vraiment très simple. D'autres exemples que vous devez savoir, c'est l'espace des fonctions. Alors, dans l'espace des fonctions f, disons ici 0pi, défini sur l'intervalle 0pi dans R. Que veut dire cette notation? Ça, c'est l'espace vectoriel de toutes les fonctions qui sont définies sur l'intervalle 0pi, de 0 jusqu'à pi, et à valeur dans R. Un vecteur ici, c'est une fonction. Un vecteur ici, c'est une fonction qui va de 0pi et à valeur dans R. Ça, c'est l'espace des fonctions. Le vecteur nul, c'est la fonction nulle. La fonction nulle, c'est la fonction qui associe 0 à tout élément de cet intervalle. Ça, c'est la fonction nulle. Si je vous dis, par exemple, considérez ces trois fonctions, f de x égale à 1, g de x égale sinus carré x, disons, quelque chose comme ça, h de x égale x carré, disons, et prenez k de x comme étant cosinus 2x. Right. Donc, je vous donne 1, 2, 3, 4 fonctions, f, g, h, k. Ce sont des fonctions dans cet espace vectoriel. Chacune de ces fonctions est bien définie sur cet intervalle, n'est-ce pas? Et je vous demande, premièrement, montrer que l'ensemble des fonctions f, g, h est linéairement indépendant. Montrer que les trois premières fonctions sont linéairement indépendantes, okay? Comme vecteurs dans cet espace. Alors, je regarde ces fonctions comme des vecteurs dans l'espace vectoriel f0pi dans R. Comment je montre l'indépendance linéaire? Comme on a toujours dit, je prends une combinaison linéaire de ces trois fonctions, comme ça, qui est égale à 0. 0 ici veut dire la fonction nulle. Et je vais montrer que la seule possibilité que ceci arrive, c'est que A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0. Bon, ça c'est le but, donc ça c'est le point de départ. Écrivez que veut dire ça. Ça veut dire, en passant, la fonction f de x, c'est la fonction constante.
c'est la fonction constante 1, qui associe 1 à chaque valeur. Donc, a fois 1, parce que la fonction f de x, c'est la fonction constante, plus b fois g de x, qui est sinus carré x, plus c fois h de x, qui est x carré, est égal à 0. Et ceci est vrai pour tout x, quel que soit x, dans l'intervalle 0pi. Dire que ça, c'est la fonction nulle, veut dire qu'on a cette égalité pour tout x dans l'intervalle de 0 à pi. C'est quoi le but ici? Le but, c'est de montrer que ceci implique que a égale à 0, b égale à 0, c égale à 0. C'est ça mon but. Alors, comment je peux passer d'une égalité comme ça à montrer que a égale à 0, b égale à 0, c égale à 0? Regardez que cette équation doit être vraie pour tout x dans l'intervalle de 0 à pi. Prenez alors quelques valeurs particulières pour x. X égale à 0, x égale à pi sur 2. Je prends des valeurs dans cet intervalle. X égale à pi. Pourquoi j'ai pris seulement 3 valeurs? Parce qu'ici, j'ai 3 inconnus A, B et C. J'ai besoin de 3 équations. Alors, remplacez x par 0 dans l'équation. Vous trouvez A fois 1, A, plus B fois sinus 0. Sinus 0, c'est 0. Donc, pas besoin de ça. C fois 0 au carré, c'est 0. Donc, je trouve que A égale à 0. Je remplace x par 0 ici, je trouve 0. Donc, A égale à 0 déjà. Maintenant, remplacer x par pi sur 2. Qu'est-ce qu'on trouve? A plus b fois sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc, b fois 1. Plus c fois pi sur 2 au carré égale à 0. Mais je sais que A égale à 0 déjà. Et pour x égale à pi, remplacer x par pi ici, je trouve A plus sinus pi, 0. Et c fois pi au carré égale à 0. Je remplace x par pi. Je sais que A égale à 0 de la première équation. Donc, la deuxième, ou bien la troisième me dit que C égale à 0, parce que ça, c'est une constante non nulle. Remplacez C par 0 dans la deuxième, vous trouvez que B égale à 0. Qu'est-ce qu'on a conclu? Qu'est-ce qu'on a conclu? On a conclu que A égale à 0, B égale à 0 et C égale à 0. Donc les fonctions f, g et h sont linéairement indépendantes, parce que toute combinaison linéaire de ces fonctions qui est nulle, si vous pouvez, s'il vous plaît, faire un mute de vos speakers. Merci. Donne que A égale à 0, B égale à 0 et C égale à 0. Deuxième question dans cet exercice. Montrer que F, G, H et K est maintenant linéairement dépendante. Alors, la première question, je vous ai demandé de montrer que F, G, H sont linéairement indépendants. Maintenant, je vous demande de montrer que F, G, H et K, les 4 fonctions sont dépendantes. Encore une fois, s'il vous plaît, faire un mute de vos microphones. Ouais. Alors, ici, je vous donne un indice. Je vous dis que cosinus 2x égale 1 moins 2 sinus carré x. Vous n'avez pas à retenir de telles identités. Je vous les donne si vous avez besoin. All right? Donc, retournons à la définition de f, g et h. Ici, il faut montrer que les 4 fonctions ensemble sont linéairement dépendantes. OK? La dernière kx, c'est cosinus 2x. En utilisant cette identité, ça veut dire kx, cosinus 2x égale kx. Regardez, le 1, c'est la fonction f de x. Donc, ça, c'est 1 fois f de x. Parce que 1, je peux le regarder comme la fonction f de x. Moins 2 fois sinus carré x. C'est quoi sinus carré x? Sinus carré x, c'était la fonction g de x. N'est-ce pas? Autrement, je peux écrire k de x comme étant 1 fois f de x plus moins 2 fois g de x. Mais le h de x ne figure pas. Je peux l'écrire comme 0 fois h de x, n'est-ce pas? Cette égalité s'écrit comme ça. Que veut dire cette égalité? Ça veut dire que k de x est une combinaison linéaire de f, g et h. Cette égalité veut dire que k est une combinaison linéaire de f, g et de h. Donc, k appartient au span de f, g et h, simplement parce que k s'écrit comme une combinaison linéaire de ces 3 fonctions. Et on a vu un théorème qui dit que veut dire maintenant le span de f, g? Autrement dit, ici, si k appartient au span de f, g et h, alors les 4 ensembles, ou bien les 4 fonctions, f, g, h, k, est linéairement dépendant. Une est une combinaison linéaire des autres. Un vecteur est une combinaison linéaire des autres, veut dire que l'ensemble de tous les vecteurs est linéairement dépendant. Un est une combinaison linéaire des autres. Un dépend des autres. Right? Et finalement, la troisième question que je vous pose, soit maintenant U égale le span
de F, G, H, K. Donc, ça, c'est un sous-ensemble de l'espace F, l'espace des fonctions. Prenez l'enveloppe linéaire de ces 4 fonctions ensemble. Trouvez une base. Trouvez une base et la dimension de ce vecteur U. Trouvez une base et la dimension de U. Mais qu'est-ce qu'on a montré? On a vu que le span de F, G, H, K est la même chose que le span de quoi? F, G et H. Pourquoi? Pourquoi je peux écrire cette égalité? Parce qu'on a montré que K est une combinaison linéaire des autres. Lorsqu'un vecteur est une combinaison linéaire des autres, je peux l'enlever du span sans changer le span. Le span ne change pas si on enlève du span un vecteur qui est déjà une combinaison linéaire des autres. Donc, le U, qui était le span de F, G, H et K, c'est en fait span de F, G et H seulement. Et on a montré que F, G et H étaient linéairement indépendants à la partie A. Qu'est-ce qu'on a alors montré? U, c'est le span de F, G et H. Donc, F, G et H forment un système générateur de U, par définition. F, G et H sont linéairement indépendants. Ils forment un système générateur. Donc, voilà une base. Donc, F, G, H est une base de U. Right? Parce qu'ils sont linéairement indépendants et ils forment un système générateur de U. Quelle est la dimension de U alors? La base consiste en 3 éléments. Donc, la dimension de U, c'est juste 3. Parce que la base contient 3 éléments. Une base contient 3 éléments. OK, donc, au partiel 2, vous allez avoir 5 questions à choix multiples. Les questions ne sont pas de surprise, très semblables aux exemples faits dans le cours ou dans les examens pratiques. Et 3 questions à développer. Right? Une des questions à développer, c'est de trouver une base orthogonale par le procédé de Gram-Schmidt. Right? Je vous donne un sous-espace de R4 ou de R3 ou de R5. Je vous dis, trouvez une base de ce sous-espace et ensuite, utilisez le procédé de Gram-Schmidt pour trouver une base orthogonale. Okay? Donc, voilà un survol rapide du chapitre 4. Continuez à bien étudier. Vous avez toute une semaine maintenant pour réviser. En même temps, vous devez faire l'effort pour le chapitre 5 parce que l'examen final, ça s'en vient pas trop loin. Et faites l'effort. C'est un cours théorique. Il faut faire l'effort. Il faut vraiment étudier très, très, très bien. Maintenant, je vous rappelle que le partiel 3 va avoir, le partiel 2 va avoir 110 minutes. Donc, je vous donne 30 minutes pour le upload et pour faire le scan et upload. Donc, vous avez 110 minutes pour soumettre vos partiels dans le partiel, dans Brightspace. OK? Perdez pas le temps à écrire les détails pour les 5 premières questions qui sont des questions à choix multiples. Tout ce que j'ai besoin, c'est juste une ligne disant la réponse à la question 1 est telle, la réponse à la question 2 est telle, et ainsi de suite. Si vous pouvez imprimer le partiel 2 et écrire sur les papiers donnés, c'est parfait. Je préfère ça parce que c'est très clair comme ça, ça ne me perd pas. Sinon, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser n'importe quelle feuille que vous voulez, mais à condition de bien scanner un seul fichier, pas 30 photos, okay? Un seul fichier. 110 minutes, donc je vous donne 30 minutes, c'est amplement de temps pour faire le scan et télécharger dans Brightspace. Okay? S'il vous plaît, je ne peux pas accepter des soumissions en retard cette fois-ci. Okay? Vous êtes habitué maintenant à faire ça. Faites-le comme il faut. Assurez-vous à l'avance que vous avez vos scanners, vos choses prêts. Et au pire des cas, si la soumission, vous n'arrivez pas à faire la soumission dans Brightspace pour une connexion ou une chose comme ça, j'en doute là, mais si ça arrive, envoyez-moi le partiel par un courriel. Je ne préfère pas ça parce que vous risquez de perdre le courriel. Je risque de perdre le courriel dans Trash ou je ne sais pas où. Mais ça, c'est la dernière ressource. Alors, si vous n'arrivez pas à faire la soumission, faites-le, mais juste avant le temps. Parce qu'après le temps, je ne peux plus l'accepter, malheureusement. Okay? J'étais très, très flexible au partiel 1 pour accommoder les gens. Je ne pourrais pas le faire maintenant. Vous comprenez que je dois être juste avec tout le monde. Okay? Donc, préparez bien, étudiez bien. Croyez-moi, c'est une matière assez importante, pas seulement pour ce cours. Vous vous préparez pour d'autres cours dans le futur.
les cours des équations différentielles et ce genre de choses. Donc, faites l'effort, ça vaut la peine. All right? Pas juste pour avoir une bonne note, mais pour bien comprendre d'autres cours qui s'en viennent plus tard. All right? J'ai quelques minutes aussi pour vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux répondre rapidement. Est-ce qu'il serait possible que vous expliquiez le numéro 7 du partiel pratique 2? La personne qui m'a envoyé cette question, pouvez m'écrire un courriel, on peut se rencontrer séparément. Okay? Vous pouvez m'écrire un petit courriel. Vous pouvez aller en haut un peu, monsieur? Pardon? Est-ce que vous pouvez comme scroll en haut, monsieur? Scroll en haut. Ouais, comme... Parce que je n'ai pas vu 2. J'ai seulement vu 1 et 3. Oh, tu veux dire de... Okay. Ouais. Mais je veux mettre j'enregistre cette rencontre et je vais le mettre dans Brightspace. Okay. Je veux mettre ça dans Brightspace. OK? Est-ce que vous pouvez le mettre en bas un peu plus pour que je vois 2? S'il vous plaît. Comme j'ai dit, je veux mettre ça dans Brightspace. Vous allez le voir. OK? D'autres questions? Est-ce qu'il est possible d'écrire un examen en anglais? Oui. Pas de problème. Comme j'ai dit, je préfère que vous imprimiez les feuilles, mais je n'exige pas ça. Si vous ne pouvez pas les imprimer et les soumettre avec les feuilles imprimées, ce n'est pas grave. Vous voulez écrire en anglais? Go ahead. Pas de problème. Absolument. D'autres questions? OK? Quand l'examen final, bon, vous devez savoir ça plus que moi. Vous devez recevoir vos horaires bientôt, ou bien déjà reçus. Mais je vais faire l'annonce à l'avance pour l'examen final, la date finale et tout ça. Mais pour le moment, je pense que c'est mi-juillet, je ne sais pas encore. Donc, encore une fois, pour la personne qui m'a demandé la question 7 du partiel pratique 2, vous pouvez m'écrire un courriel, on peut s'arranger pour un rencontre. D'autres questions? All right. OK, donc, bonne préparation. Ratez pas la chance de bien faire au partiel 2. Les gens trouvent ça un peu plus dur, mais avec un peu d'effort, vous devez être correct. OK? Do not give up. Keep on it. OK? Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Comme je dis à tout le monde, si vous avez des questions, arrangez vos questions dans un groupe et on peut se rencontrer. Envoyez-moi un courriel, on peut fixer un rendez-vous. Bye.